Bonjour tout le monde, mon nom est Mélanie Lucier. Je suis patiente partenaire depuis 2017 et je suis proche aidante de mes deux enfants qui sont maintenant de jeunes adultes. Je suis patiente partenaire auprès de l'Université de Montréal pour l'enseignement et je suis aussi patiente partenaire auprès du CEPPP pour la rencontre de nouveaux patients partenaires et de proches aidants. Et aussi, je suis impliquée dans la recherche au niveau de la santé mentale et de la douleur chronique. Voilà. Merci beaucoup, Mélanie. Mélanie, on voit bien le PowerPoint, hein? Oui. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. En fait, mon nom est Christian Huchon. Je suis coordonnateur et chargé de projet au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Et aujourd'hui, on va vous parler en fait du partenariat de soins. Donc, ici, on soignait autrement. Puis, donc, c'est ça. Euh, donc, en fait, pour commencer, je vais vous mentionner en fait simplement la mission du Centre d'excellence, qui est de faire du partenariat avec les patients, les proches et le public une science, une pratique, une culture et un nouveau standard pour améliorer la santé de tous et l'expérience de santé de chacun. Puis en fait, l'idée de la mission, en fait, c'est simplement pour poser un élément, un peu de vision pour ensuite, vous allez voir comment concrètement est-ce qu'on essaie de mettre en place cette mission. Donc, je vais commencer avec un petit historique du mouvement à Montréal, le mouvement du partenariat patient. Donc, en fait, ça a commencé à l'intérieur de la faculté de médecine de l'Université de Montréal en 2010, où il y a un bureau du patient partenaire, en fait, le premier bureau du patient partenaire qui a été co-créé à la faculté de médecine. Puis en fait, quand je dis co-créé, en fait, c'est que ça a été créé par deux personnes, un patient partenaire hémophile euh, qui a été contaminé pendant l'affaire des années 80 de sang contaminé avec d'autres éléments. Donc, un patient partenaire et un cardiologue qui, lui, était doyen de la faculté de médecine à l'époque, le docteur Jean Rouleau. Donc, ils ont commencé cette aventure, en fait, pour repenser ou re-questionner comment est-ce qu'on devrait prodiguer le soin et les services de santé à l'intérieur du système de la santé. Donc, ils se sont dit, on va créer un bureau qui va un peu repenser comment est-ce euh, on éduque les futurs professionnels de la santé. Donc, ça, c'est une chose. Puis après ça, évidemment, ben, il y a des chaires de recherche, donc des programmes de recherche qui se sont penchés un peu sur cette question-là. Puis en 2016, le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public a vu le jour. Puis l'idée, en fait, c'est que à l'intérieur d'une faculté de médecine, ben, c'est sûr qu'il y a certains éléments qui ne sont pas possibles. Donc, pour soutenir, par exemple, un centre de soins qui est à l'extérieur de l'Université de Montréal. C'était comme difficile de les aider, donc on a créé le centre d'excellence pour être capable de soutenir le mouvement à plus grande échelle à travers la province. Donc, une petite définition du partenariat. Lorsqu'on parle de partenariat patient, c'est lorsqu'on considère le patient comme un soignant de lui-même pour ses propres soins. C'est quand on considère le patient comme un membre à part entière de l'équipe de soins, autant comme le médecin, comme l'infirmière, comme le travailleur social. C'est quand on lui reconnaît des compétences qui lui sont propres à lui. Il y a aussi ses propres limites, autant que les autres membres de l'équipe de soins. Un patient, c'est une personne qu'on va essayer de développer ses propres compétences de soins et non juste utiliser son expérience personnelle pour le soigner. Un patient, c'est une personne qui est complet, qui a beaucoup d'expérience personnelle et c'est important d'en prendre, d'en prendre, de tenir en compte quand on va le soigner parce que c'est avec ça qu'on va avoir de meilleurs résultats quand on va faire, quand on va lui donner ses soins. Donc, c'est ça un partenariat patient. C'est tout le monde ensemble. On est tous interdépendants un de l'autre dans une équipe de soins. Mhm. Puis je rajouterais même que, en fait, cette définition elle est très spécifique aux patients, mais de plus en plus, en fait, on l'élargit à la notion de proche. Oui, Parce que, évidemment, ben, quand on parle de reconnaître une expertise ou de reconnaître que
le patient est premier soignant ou est soignant de lui-même, bien souvent le patient ne peut pas, ben, pas souvent, mais il arrive que des fois, un patient ne peut pas prendre soin lui-même ou c'est pas le premier soignant, puis finalement, c'est les proches. Donc, c'est de dire aussi que, ben, il y a une compétence de soins qui est développée par les proches aussi. Donc, c'est un peu tous ces éléments-là qu'on veut inclure dans l'équipe de traitement. Puis là, c'est spécifique aux soins, mais vous allez voir que nous, on l'amène un peu plus largement. Donc, en fait, ici, c'est pour vous mentionner que le partenariat patient, ça s'inscrit à l'intérieur d'un mouvement en fait, une évolution des approches de soins. Donc, vous avez, par exemple, complètement à gauche, la notion de paternalisme, où souvent, ce qui arrivait, c'est que ben, vous allez voir après pourquoi, là, mais ce qui arrivait, en fait, c'est qu'il y a des éléments qui sont, il y a des éléments, en fait, les professionnels de la santé, ensemble, se consultent, font un plan d'intervention, ou se consultent à peine, et après transmettent le plan d'intervention aux patients et aux proches, puis c'est un peu comme, faites ça, vous allez mieux aller. Puis, c'était pas assez. Donc, du paternalisme et comme a évolué une approche qui s'appelle l'approche centrée, où on dit non, il ne faut pas juste envoyer un plan d'intervention, il faut prendre en considération le patient, ses préoccupations, ses préférences et ainsi de suite. Mais dans cette approche centrée, ça reste que le patient est un peu comme la courroie de transmission entre les différents professionnels de la santé. Donc, on communique avec le patient va communiquer avec sa nutritionniste, avec son physiothérapeute, avec son médecin, et ainsi de suite, son pharmacien. Euh, mais les professionnels ne se parlent pas nécessairement entre eux. Puis, de cette approche centrée, nous, on préconise le partenariat patient où là, on met le patient et ses proches à l'intérieur même de l'équipe de traitement. C'est-à-dire qu'ils sont reconnus à part entière comme membres de l'équipe. Puis, ensemble, ben, il y a une communication interdisciplinaire avec tout le monde. Et les patients peuvent non seulement amener leur expertise ou leur savoir, leurs compétences de soins à l'intérieur des discussions, mais euh, ils peuvent aussi amener leurs préférences et ainsi de suite. Donc, les décisions sont prises ensemble. Là, évidemment, c'est pas tout le temps du partenariat, c'est même très peu souvent du partenariat. L'idée, en fait, c'est juste de vous montrer que c'est une évolution des approches de soins, puis que c'est aussi quelque chose qu'on aimerait que ça devienne de plus en plus présent dans le système de la santé. Donc, évidemment, pourquoi est-ce qu'on met le patient à l'intérieur du cercle? C'est vraiment parce qu'il y a un partage de valeurs, c'est-à-dire que le patient et les proches vont amener des éléments de valeur ou de préoccupation ou de priorité qui vont être différents que les professionnels de la santé. Puis, c'est vraiment qu'on dit qu'il y a une reconnaissance de la complémentarité des expertises. Puis en fait, quand on parle d'expertise, ben, du côté professionnel, c'est quand même assez simple de la décrire, cette expertise, mais c'est vraiment que le professionnel est en fait, donc les professionnels sont des experts de la maladie ou de la condition de santé. Ça, c'est pas difficile nécessairement de concevoir, mais par contre, les patients et les proches sont aussi des experts. Mais eux, c'est des experts plus de la vie avec la maladie ou de la condition de santé et aussi de l'utilisation du système de la santé. Ils voient vraiment le système de la santé comme un tout, alors que les professionnels de la santé souvent vont voir le système de la santé comme des trajectoires spécifiques une fois que la personne rentre dans son service, euh, comment est-ce qu'elle évolue finalement à travers le service. Donc, avec cette expertise différente, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine interdépendance de ces expertises-là parce que c'est comme si l'un n'est pas complet sans l'autre. Et de la même manière, ce que nous, on veut, c'est qu'ensemble, on puisse co-construire euh, finalement un plan de traitement, un plan d'intervention, mais aussi comment est-ce qu'on peut ensemble repenser le soin et repenser en fait l'engagement des patients en santé. Donc, quand on parle d'expertise de patients, c'est difficile des fois de clarifier qu'est-ce qu'on veut dire. Donc là, on vous propose en fait une manière de décrire un peu les savoirs que les patients et les proches aidants ont à travers leur parcours de vie ou développent à travers leur parcours de vie avec la maladie ou de conditions de santé. Euh, donc, il y a les savoirs, ben, les savoirs incarnés, c'est tout ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes.
Les savoirs médicaux, c'est tout ce qui est en lien avec quel type de médicaments je dois prendre, quel type de effets secondaires il peut y avoir, et ainsi de suite. Comment je peux, par exemple, pas guérir, mais atténuer des symptômes, par exemple. Savoir de navigation, ben, c'est où est-ce que je dois me rendre pour avoir le service spécifique. Donc, peut-être que je suis suivi, je ne sais pas, mon CHUM, mais que ma réadaptation se fait euh, dans un autre endroit. Donc, ça, c'est comme savoir de navigation, où est-ce que je dois aller pour avoir mes services. Les savoirs d'autogestion, c'est plus au niveau de, une fois que je reconnais quelque chose, peut-être avec mes savoirs incarnés, je sens que j'ai une rechute, je sens qu'il y a quelque chose qui va moins bien. Comment est-ce que je peux gérer ça? Donc, par exemple, pour des personnes diabétiques, ben, ça peut être toute la question de est-ce que je dois vérifier mon niveau d'insuline dans le sang et ainsi de suite. Peut-être que je dois prendre quelque chose, prendre du sucre et tout. Savoir relationnel, c'est tout ce qui est en lien avec qui est-ce que je peux contacter qui pourrait m'aider en fait, de prendre soin de moi. Ça, on peut le voir comme, par exemple, soit des associations de patients, des groupes de patients, des groupes de soutien de patients qui peuvent dire, ben, moi, ou des centres de répit, par exemple, où, genre, moi, je ne suis plus capable de prendre en charge certains éléments, j'ai besoin d'un break ou j'ai besoin de ralentir, donc je vais voir, par exemple, un groupe de soutien pour m'aider là-dedans. Et les savoirs culturels, c'est tout ce qui est en lien avec la culture, ça peut être la religion, ça peut être d'autres conceptions du monde ou conceptions de la réalité qui font en sorte que ça peut avoir un impact sur la manière dont on prodigue un soin. Euh, Mélanie, est-ce que tu voulais mentionner certains éléments en fonction de toi ou en fonction de toi comme proche aidante? Ben, j'allais dire, mettons, un savoir d'autogestion. Moi, j'ai de la douleur chronique. Donc, si, mettons, j'ai une journée qui est un peu plus difficile, un petit peu plus demandante, mais moi, j'ajuste, j'ai un neurostimulateur, donc j'ajuste mon neurostimulateur en fonction de mes journées. Si c'est une journée qui est un peu plus prenante, ben, je vais augmenter ma neurostimulation pour être certaine que ma douleur va être bien contrôlée. C'est la même chose pour mes savoirs médicaux. Moi, j'ai des interactions avec de la médication. Donc, quand je me présente à l'hôpital, je prends la peine de bien spécifier. J'ai des allergies aussi médicamenteuses. Donc, quand je me présente à l'urgence, c'est certain que je vais leur dire que j'ai des allergies pour être certaine qu'ils ne me donnent pas cette médication-là parce que c'est la première médication qu'ils donnent pour la douleur chronique. Donc, c'est des choses comme ça que c'est important à savoir. C'est la même chose, savoir de navigation avec mes enfants, moi, qui ont des problèmes de santé mentale. Ben, c'est certain que si j'ai besoin d'un psychologue, je vais pas demander à mon médecin de famille une ressource. Je vais aller plutôt du côté communautaire parce que je sais que mon médecin, il va être complètement perdu pour m'aider dans ce dossier-là parce que c'est pas sa branche. Donc, il me l'a souvent dit. Donc, je vais plutôt vers le CLSC ou vers les ressources que je connais qui m'ont déjà aidé parce que c'est plus, c'est des savoirs que j'ai appris à la longue à force de naviguer dans le système de santé. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on bâtit au fur et à mesure qu'on navigue, qu'on se développe des savoirs à force d'avoir d'avoir des maladies ou que nos proches ont des maladies, puis qu'on accumule, puis qui sont pratiques à savoir. Mhm. Merci beaucoup, Mélanie. Euh, Et donc en fait, l'idée de cette image, c'est vraiment puis Mélanie l'a mentionné, mais c'est chaque petite, c'est que finalement, la raison pourquoi on fait du partenariat, c'est que tout le monde, toutes les personnes, que ce soit des patients, que ce soit des proches, que ce soit les professionnels de la santé, ont une vision d'un certain problème ou de certaines conditions de santé, puis que la seule manière de avoir la meilleure vision puis d'avoir le meilleur plan de traitement, c'est d'inclure toute cette vision ensemble. Donc, chacun a comme des éléments peut-être ben là, c'est sûr que c'est un éléphant, là, mais dans un casse-tête, par exemple, c'est comme si on mettait toutes les pièces du casse-tête ensemble pour avoir la meilleure vision d'ensemble pour ensuite avoir une meilleure, euh, ben, en mesure de mieux agir. Puis ici, en fait, c'est juste pour vous montrer que souvent, en fait, la vie avec la maladie, c'est pas quelque chose qui est linéaire, c'est quelque chose qui est très chaotique. Puis là, évidemment, je parle de vie avec la maladie, mais c'est conditions de santé aussi, là.
Puis il y a un patient que vous voyez ici, mais évidemment, souvent, c'est pas juste le patient il y a des interactions évidemment avec les proches, il y a des interactions avec les réseaux, avec d'autres éléments, le réseau social, surtout de la personne, et ainsi de suite. Donc, la vie avec la maladie ou avec une condition de santé, c'est très chaotique. Donc, il y a énormément de choses qui se passent, des hauts et des bas, et ainsi de suite. Puis, c'est à travers cette vie avec la maladie qu'on développe, on l'a mentionné, des savoirs, mais aussi des compétences. Puis c'est ces compétences, en fait, que nous, au Centre d'excellence, on va essayer de déceler ou de connaître chez les gens pour être capable après de les mobiliser. Évidemment, ben, ces compétences commencent comme partenaires de soins. Donc, être impliqué dans leurs soins, savoir où se rendre quand en fonction de leurs besoins et ainsi de suite. Mais aussi, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les mobilise aussi comme partenaires de transformation. Puis là, partenaire de transformation, c'est un peu comme large puis pas super clair. Bien, juste pour clarifier, partenaire de transformation, pour nous, c'est vraiment on peut un peu l'expliquer dans plusieurs implications ou des implications à plusieurs niveaux. Donc, on l'a mentionné, le partenariat de soins. Donc, est-ce qu'il y a moyen que, un patient devienne un patient ressource ou un patient accompagnateur qui puisse aider d'autres personnes dans la même situation, qui vivent la même situation? Donc, ça, c'est partenariat dans les soins. Après, on mobilise aussi les personnes dans l'organisation des soins et des services. Donc là, ça peut être des comités d'amélioration de la qualité. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, le service d'urgence a besoin ou le service de réadaptation de tel hôpital a besoin d'être modifié. Ben, on va inclure des usagers partenaires, on va inclure des patients partenaires, on va inclure des proches partenaires qui peuvent nous aider à penser différemment. En éducation médicale, évidemment, je vous ai mentionné que le mouvement a été commencé à l'Université de Montréal. Ben, c'est une grosse préoccupation. Comment est-ce qu'on peut former les prochains professionnels de la santé avec le partenariat patient dans la tête pour que les, les soins prodigués plus tard ressemblent plus à du partenariat que du paternalisme? Et Mélanie l'a mentionné, elle est impliquée comme patiente partenaire en recherche. Donc, il y a des projets de recherche où ils impliquent des patients partenaires et des proches partenaires pour être pour finalement optimiser la direction dans laquelle les projets de recherche devraient aller. Il faut que ça soit pertinent pour le chercheur ou l'équipe de recherche, mais il faut que ça soit aussi pertinent pour finalement les personnes qui vivent ces problématiques de santé. Ici, c'est simplement pour vous mentionner, en fait, on parle de partenariat depuis le début, puis peut-être que c'est pas super clair ce que ça veut dire. En fait, on vous le présente on le présente sous un continuum d'engagement pour vous dire que pour le partenariat, en fait, c'est vraiment comme la finalité d'un continuum d'engagement où, au début, ben, l'information, c'est simplement en tant que personne, on va juste recevoir de l'information. Après la consultation, c'est plus comme, par exemple, nous, on va venir vous voir, puis on veut votre avis. Donc, ça, c'est de la consultation. La collaboration, c'est plus impliqué, donc les gens vont être engagés de manière plus, euh, je dirais, plus dynamique à l'intérieur d'une activité, mais c'est par exemple si moi et Mélanie, on a un projet, puis on vous inclut à l'intérieur de notre projet, on fait des, euh, des groupes de discussion, par exemple, sauf que le projet reste à nous. C'est notre projet, puis à la fin, c'est nous qui sommes responsables, donc c'est nous qui décidons un peu où est-ce que c'est la direction et ainsi de suite, c'est quoi les objectifs qu'on veut faire, c'est quoi les questions qu'on veut répondre et ainsi de suite. Puis le partenariat, c'est plus dans le co-leadership ou la co-construction où on veut partager en fait cette, responsabilité-là. Donc, ensemble, on va décider euh, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi un peu la direction du projet qu'on veut, c'est quoi qu'on veut faire, on a un objectif commun. Euh, Puis même si on a peut-être des visions différentes de comment atteindre cet objectif, ben on va atteindre cet objectif ensemble, puis on est co-responsable finalement ou co-leader du projet. Puis ici, en fait, c'est juste pour vous montrer que le partenariat, il y a une certaine posture qui est nécessaire pour faire du partenariat. Puis, c'est pas la même posture que la représentation ou la défense de droit. Le partenariat, c'est vraiment quelque chose où on veut mobiliser des savoirs qui sont issus d'une expérience concrète et réelle de soins. Euh, Puis ensemble, on veut co-construire ou co-créer de l'intérieur. Donc, on veut être à l'intérieur même des organisations de santé pour dire, bon, ben,
faisons les choses ensemble, mais mieux. La représentation ou la défense de droit, c'est plus de l'extérieur, puis c'est très nécessaire. C'est en fait des contributions vraiment complémentaires, mais c'est une posture plus de justement de défense de droit, de débattre, de faire reconnaître des droits. Euh, donc, c'est plus facile d'influencer de l'extérieur des organisations. Puis la raison pourquoi on le départage, c'est que si vous travaillez en partenariat, c'est quand même difficile de travailler en équipe avec des gens puis leur dire, by the way, c'est pas bon ce que vous faites, mais incluez-moi, moi, je vais vous dire comment faire. C'est pas la bonne posture. Donc, ça, c'est simplement pour vous dire que le partenariat, c'est pas la même chose que la représentation de droit, puis que les deux sont hyper nécessaires et sont de nature complémentaire, mais ont une posture et une approche différentes. Puis là, peut-être juste pour vous recentrer vers le centre d'excellence, donc ce que nous, on fait, en termes de mode d'action, c'est que euh, on essaie d'en fait d'intégrer, de former, de recruter et de coacher des patients partenaires, des proches partenaires, mais aussi accompagner finalement des professionnels ou des équipes de recherche, des organisations à développer une certaine vision de ce que c'est le partenariat patient, puis comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place du partenariat dans leur projet. Donc, c'est un peu ça ce qu'on fait au CPPP. Puis évidemment, ben, on le fait de différentes manières. Mais la raison pourquoi est-ce qu'on fait ça, c'est vraiment qu'en fait, en ce moment, et vous le voyez peut-être, vous, de votre vécu, là, mais évidemment, ben, on est dans un contexte sociétal ou un contexte surtout au niveau de la santé où l'offre est déjà, l'élastique est déjà étiré au maximum. Euh, L'offre aussi est souvent basée sur une approche de médecine curative. Et le problème, c'est que de plus en plus, ben, il y a une chronicisation des maladies ou des conditions de santé. Donc, c'est plus nécessairement dans le curatif, mais beaucoup plus dans le vivre avec. Donc, comment est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à adapter le système de la santé pour que, dans un contexte finalement où les personnes vont vivre durant toute leur vie avec des conditions. Puis évidemment, ben, il y a la problématique d'inobservance au traitement où les personnes ou du temps de professionnels de la santé est mise finalement pour créer des interventions, pour avoir des plans d'intervention pour des personnes. Puis finalement, ben, les personnes ne suivent pas ce, ces traitements ou ces plans d'intervention. Puis là, ben, évidemment, ben, ça engorge les premières lignes du système de la santé. On a l'impression qu'il y a certains actes médicaux, des actes de professionnels qui ne sont pas optimisés. Fait que comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça? Ben, peut-être euh, une meilleure communication ou une meilleure intégration finalement de ce qui est pertinent pour le patient ou pour les proches aiderait dans ce contexte-là. Puis évidemment, ben, on sait, là, il y a aussi le contexte de l'avancement technologique. Là, maintenant, il y a beaucoup d'IA, d'intelligence artificielle générative qui existent, où ben, c'est de plus en plus facile de finalement d'aller chercher de l'information, de savoir un peu plus en fonction d'une liste de symptômes, qu'est-ce qu'on a, d'être capable de s'auto-gérer en fonction de ce qu'on est capable de trouver sur Internet. Euh, il y a évidemment ben, plein d'appareils médicaux connectés. Mélanie a mentionné son neurostimulateur. Euh, Évidemment, ben, en ce moment, pour les personnes en région éloignée, il y a de plus en plus d'émergence de la télésanté ou comment est-ce qu'on peut réorganiser les soins pour être plus accessibles. Et évidemment, ben, comme j'ai mentionné, l'information où il y a une démocratisation des savoirs parce que l'information est beaucoup plus disponible, que ce soit sur Internet, que ce soit dans des livres, que ce soit dans des forums et ainsi de suite. Donc, avec tout ça, euh, il y a un environnement où le partenariat euh, est une solution qui est viable pour mieux intégrer tout ça à l'intérieur même des décisions de santé. Puis juste pour vous mentionner qu'en fait, le partenariat au Québec, c'est un réseau de plus de 1800 patients et proches partenaires. C'est quand même un mouvement qui grandit, c'est un mouvement qui est très intéressant. On n'a pas en fait des chiffres exacts parce que c'est difficile de savoir dans tous les différents centres de soins combien il y a de personnes qui sont impliquées. Mais comme je l'ai dit, en fait, c'est des personnes qui ont une diversité de conditions ou dédiées à la co-construction. C'est aussi
des partenaires dans différents niveaux ou à différents niveaux, notamment les soins, l'enseignement et la recherche. Puis évidemment, ben, l'objectif, c'est d'avoir une vision euh, plus connectée en fait de toutes les problématiques en incluant la voix des patients et des proches à l'intérieur même du réseau de la santé. Donc, c'était ça pour la présentation. Merci énormément.